l'an 830 de l'ère commune, dans la cité des Mille et une nuits, Bagdad, cœur du califat abbasside, une métropole foisonnante de vie, de savoir et de secrets plus sombres que l'encre de ses célèbres calligraphes. À l'intérieur des murs vert émeraude du palais du calife, existait un monde d'un luxe impossible, parfumé à l'ambre gris et rafraîchi par des fontaines d'eau de rose. Ici, parmi le murmure de la soie et le tintement des coupes serties de joyaux, se mouvaient les figures les plus énigmatiques de la cour, les katamites du calife, les guillemans. On les appelait les perles du harem, des joyaux vivants dont la beauté témoignait du pouvoir du calife. Mais n'étaient-ils que de beaux garçons, des instruments passifs de plaisir, ou était-il quelque chose de plus, un troisième sexe, naviguant dans un monde périlleux de pouvoir, d'art et d'espionnage, leur vie aussi brillante et fragile que du verre filé? Pour comprendre le monde de cette jeunesse dorée, il faut d'abord voyager dans l'esprit même de l'Empire abbasside, un empire qui, au IXe siècle, avait atteint un zénith de splendeur culturelle et matérielle. C'était l'âge d'or, une période où Bagdad était le centre incontesté du monde, un creuset où les traditions arabes, perses, grecques et indiennes fusionnaient et se forgeaient en une nouvelle et éblouissante civilisation. Les califes, successeurs du prophète, n'étaient pas de simples chefs du désert. Ils étaient des mécènes de la science, de la poésie et de la philosophie, leur cour étant de somptueux théâtres de pouvoir et d'intellect. C'est de l'empire sassanide de Perse conquis que les Abbassides héritèrent non seulement de modèles administratifs et de merveilles architecturales, mais aussi d'un goût pour la vie de cour opulente, une vie qui incluait l'appréciation de la beauté masculine juvénile. Cela n'était pas perçu à travers le simple prisme du péché ou de la vertu que les époques ultérieures appliqueraient, mais comme une quête esthétique complexe, une marque de sophistication et de pouvoir terrestre. Les Ghilmans étaient plus que des compagnons de lit. Ils étaient un symbole de statut, aussi essentiel au prestige d'un calife qu'une bibliothèque bien garnie ou une armée victorieuse. Ils étaient formés aux lettres, à la musique et à la conversation spirituelle, censés être aussi vifs d'esprit que parfaits de forme. Les vers de poètes comme Abu Nuwas, qui célébraient ouvertement l'attrait des garçons servant le vin, n'étaient pas murmurés en secret, mais déclamés à la cour, au grand jour, témoignage d'un monde où le désir et la beauté étaient tissés dans la trame même de la haute culture. Cet environnement, riche en fermentation intellectuelle et en indulgence sensuelle, était le jardin dans lequel ces étranges et belles fleurs étaient cultivées, leur existence étant un reflet direct de l'immense richesse du califat et de son âme syncrétique et cosmopolite. Mais c'était un jardin aux ombres profondes, où le prix d'une telle vie était souvent payé par des moyens que l'histoire a choisi d'oublier. La sélection de ces garçons était un processus méticuleux, presque scientifique, une horticulture humaine visant à produire la floraison parfaite pour les jardins de plaisance du calife. Ils provenaient souvent des confins de l'Empire et au-delà, des steppes turciques d'Asie centrale, des montagnes de Géorgie ou des marchés de Byzance, choisis pour leur peau claire, leurs traits délicats et la promesse d'une beauté durable. Capturés lors de raids, vendus par des familles appauvries ou donnés en tribut, leur voyage vers Bagdad était la première étape d'un effacement total de leur passé. Noms, langues et allégeances étaient dépouillés, remplacés par une nouvelle identité forgée dans le creuset de la cour. On leur donnait de nouveaux noms poétiques: Kaukab pour une étoile, Misrur pour une joie, Yassir pour un réconfort, et ils étaient éduqués dans les disciplines jugées essentielles pour un courtisan. Ils apprenaient à maîtriser les subtilités de l'arabe classique, à réciter des milliers de vers de poésie, à débattre de philosophie et à jouer de l'oud avec une habileté déchirante. On leur enseignait l'art de la conversation, non seulement pour amuser, mais pour apaiser les angoisses de l'homme le plus puissant du monde, pour être une surface placide et magnifique sur laquelle le calife pouvait projeter ses désirs et ses fardeaux. Ce n'était pas seulement de l'éducation, c'était une forme profonde d'endoctrinement, une sculpture de l'âme pour correspondre à la perfection du corps. Leur vie était un paradoxe de privilèges immenses et d'impuissance absolue. Vêtus des soies les plus fines, parés de perles et d'émeraudes, ils vivaient dans un luxe inimaginable pour le commun des mortels. Mais ils étaient des esclaves, chaque instant de leur vie éveillée, leur existence même, soumis aux caprices de leur maître. Ils n'étaient ni des hommes ni des femmes, ils occupaient un espace liminal, un troisième genre défini par leur rôle unique. Cet équilibre délicat, entre être un objet d'art chéri et un outil d'état jetable, créait une psychologie de tension constante et rongeante, une réalité cachée derrière leur visage serein et soigneusement composé. Imaginez la scène, le majlis du calife Al-Amin, un souverain dont le nom signifiait « le digne de confiance ».
mais dont le règne fut défini par l'extravagance et une dévotion quasi pathologique au plaisir. L'air dans la grande salle est épais de l'odeur du bois d'aloès brûlé et du vin lourd, une brume dorée illuminée par un millier de lampes vacillantes. Le calife, un homme corpulent aux yeux à la fois ennuyés et affamés, est allongé sur un divan rembourré de plumes d'autruche. Autour de lui, la cour est une mer de soie et d'intrigues, où les vizirs murmurent des complots et les poètes flattent pour de l'argent. Et se déplaçant à travers ce courant dangereux se trouvent les guillemans silencieux et gracieux, leurs pantoufles serties de joyaux, ne faisant aucun bruit sur les tapis persans. Une de ces figures est Yassir, un jeune homme d'environ 17 ans, dont la beauté est si frappante qu'elle fait taire les conversations à son passage. Il est d'origine circassienne, avec une peau couleur de crème et des yeux pareils à des éclats de jade. Il est le favori actuel du calife, une position d'une hauteur vertigineuse et d'une précarité terrifiante. Tandis qu'il remplit la coupe du calife de vin de Shiraz, sa main ne tremble pas. Il a appris à maîtriser le masque de l'indifférence sereine, l'armure essentielle de sa caste. Il est musicien, poète et confident, le gardien des secrets murmurés dans des stupors d'ivresse, le témoin silencieux de décisions qui pourraient briser des royaumes. Il détient une forme unique de pouvoir, une intimité à laquelle même le vizir le plus puissant ne peut accéder. On dit qu'Alaming apprécie plus son opinion sur la composition d'un nouveau vers que les conseils de ses généraux sur les escarmouches frontalières. Mais ce pouvoir est illusoire, un reflet dans un miroir poli. Il dérive entièrement du regard du calife, et si ce regard venait à se déplacer, le miroir tomberait et se briserait certainement. C'est la corde raide sur laquelle Yassir marche à chaque instant de sa vie, une performance de perfection dans un théâtre où le moindre faux pas pourrait signifier l'oubli. La vie d'un katamite favori comme Yassir était une tapisserie tissée de fils de plaisir exquis et de peurs glaçantes. Les journées se passaient dans les cours silencieuses et ensoleillées du harem, un monde en soi, gouverné par ses propres hiérarchies complexes et ses règles non écrites. Là, ils étaient sous l'œil vigilant de l'eunuque en chef, une figure d'un immense pouvoir qui agissait comme leur gardien, leur professeur et leur geôlier. Ils pratiquaient la calligraphie, étudiaient le Coran et s'engageaient dans des joutes d'esprit et de poésie, affinant constamment les compétences qui les rendaient précieux. La compétition était incessante et subtile. Une guerre silencieuse menée d'un regard opportun, d'un couplet parfaitement récité ou d'une démonstration de grâce supérieure. Les amitiés étaient des luxes dangereux, car le garçon qui partageait votre confiance aujourd'hui pouvait devenir votre rival pour l'affection du calife demain. Chaque autre ghulam était une menace potentielle, un visage plus nouveau, plus parfait, qui pourrait éclipser le vôtre. Les nuits étaient un tout autre royaume, un monde de performance et de péril. Dans les appartements privés du calife, le masque de l'artiste et de l'érudit devait être porté aux côtés du masque de l'amant. On attendait d'eux qu'ils soient attentifs, imaginatifs et totalement soumis, leur corps étant un autre instrument dont leur maître pouvait jouer. Ils devinrent les dépositaires des secrets les plus sombres et des fantasmes les plus fugaces du calife. Pour un souverain comme Al-Amin, dont les appétits étaient légendaires, ses nuits étaient longues et exigeantes. On rapporte qu'il fit construire des barges de plaisir spéciales, en forme de lion et d'aigle, pour dériver sur le Tigre, avec ses garçons favoris comme seul équipage. Mais cette intimité était un calice empoisonné. Elle engendrait une dangereuse illusion d'influence, la croyance qu'ils étaient plus que de simples biens. Cette illusion était le plus grand danger de tous, car elle pouvait amener un garçon à oublier la vérité fondamentale de son existence, qu'il était un bel objet, et que les objets pouvaient être brisés. La faveur du calife était un soleil ardent qui nourrissait, mais elle pouvait aussi brûler, et les ombres de jalousie et d'intrigue politique qu'elle projetait étaient longues et mortelles, s'étendant du harem parfumé au couloir du pouvoir absolu. Le paysage politique de Bagdad sous le règne d'Al-Amin était un nid de vipères, un terrain périlleux que même le courtisan le plus aguerri peinait à naviguer. Le calife lui-même, second fils du légendaire Haroun al-Rachid, était considéré par beaucoup comme frivole et inapte à gouverner, un homme plus intéressé par la composition de vers et la satisfaction de ses sens que par les affaires sérieuses de l'État. Son demi-frère aîné, Al-Mamoun, gouverneur de la province orientale du Khorasan, était son opposé, un intellectuel rusé, calculateur et ambitieux, avec une armée puissante derrière lui. L'empire était partagé entre eux, une rivalité latente destinée à éclater en guerre civile ouverte. La cour de Bagdad était le reflet de cette division, un miroir fracturé de loyauté et d'ambition. Des factions se formèrent autour des deux frères, vizirs, généraux et gouverneurs, pariant sur celui qui sortirait victorieux. Dans ce jeu de trône aux enjeux élevés,
Chaque ressource était une arme, et chaque personne un pion. Les Khatamites du calife, apparemment isolés dans leur monde d'art et de plaisir, n'étaient pas exemptés. Au contraire, leur proximité avec le calife en faisait des atouts inestimables. Ils étaient les yeux et les oreilles dans les moments les plus privés du souverain, au courant de ses humeurs, de ses peurs et de ses déclarations d'ivrogne. Un mot d'un garçon favori comme Yazir pouvait semer le doute à l'encontre d'un vizir ou assurer une promotion à un général sycophante. Ils devinrent des vecteurs involontaires d'informations, leurs conversations et leurs confidences sur l'oreiller étant exploitées pour obtenir des renseignements par des personnages puissants comme le grand vizir, Al-Fadl ibn al-Rabi, qui cherchait à manipuler le faible Al-Amin et à maintenir son propre pouvoir face à la menace d'Al-Mamoun. Yassir, dans sa cage dorée, se retrouva pris dans ses toiles invisibles. Des courtisans l'approchaient avec une amitié feinte, lui offrant de somptueux cadeaux, tout cela dans l'espoir de glaner quelque aperçu de l'esprit du calife ou d'influencer ses décisions. Il n'était plus seulement un compagnon. Il était un outil politique, un acteur silencieux dans un jeu dont il comprenait à peine les règles et dont l'issue déterminerait non seulement le destin de l'Empire, mais aussi sa propre survie. Alors que les tensions politiques entre les deux frères, Al-Amin et Al-Mamoun, passaient d'une guerre de mots à une guerre d'épée, l'atmosphère dans le palais de Bagdad s'épaissit de paranoïa et d'effroi. Le conflit, qui serait plus tard connu sous le nom de Quatrième Fitna, ou la Grande Guerre civile abbasside, commença à jeter sa longue et sombre ombre sur la vie opulente de la ville. Les rapports de l'Est parlaient de la formidable armée d'Al-Mamoun, dirigée par le brillant général Tahir ibn Hussein, marchant sans relâche vers l'Irak. À Bagdad, la réponse d'Al-Amin fut typiquement erratique et à courte vue. Il rejeta la menace, confiant en la prétendue invincibilité de sa capitale et en la loyauté de ses propres troupes. Il passait ses jours et ses nuits dans des quêtes de plaisir de plus en plus frénétiques, comme si en ignorant la tempête à venir, il pouvait la faire disparaître. Pour Yassir et les autres Guilmans, cette période fut celle d'une anxiété accrue. Les humeurs du calife devinrent volatiles, oscillant entre une festivité maniaque et un profond désespoir noyé dans le vin. Ses exigences en matière de divertissement devinrent plus insatiables, son besoin de distraction plus désespéré. Les récitations de poésie devinrent plus bruyantes, la musique plus frénétique, les nuits plus longues et plus débauchées. C'était un carnaval au bord d'un précipice. Yassir vit de ses propres yeux le déni qui s'emparait du cœur du régime. Il voyait des messagers apporter de sombres nouvelles du front, pour être ensuite congédiés par un calife plus préoccupé par la conception d'un nouveau collier, serti de joyaux pour son lion favori. Il entendait les angoisses chuchotées des gardes du palais et les complots frénétiques des courtisans qui commençaient à voir les signes avant-coureurs. L'air même, autrefois parfumé à l'eau de rose, semblait maintenant teinté de l'odeur métallique de la peur. Le pouvoir que Yassir pensait autrefois détenir, l'influence subtile du compagnon favori, lui semblait maintenant totalement insignifiant. À quoi bon un vers parfaitement composé quand une armée était aux portes? Il était une créature de temps de paix et de prospérité, un article de luxe pour un souverain en sécurité. En temps de guerre et de crise, sa valeur chuta. Lui et ses compagnons étaient comme des canaris dans une mine de charbon, leur chant s'affaiblissant à mesure que l'ère politique devenait plus toxique, leur beauté contrastant de manière saisissante et poignante avec la laideur envahissante de la guerre civile. Ils étaient sur le point de découvrir que dans le calcul brutal du pouvoir, la beauté est la première et la plus facilement décartée des monnaies. Le siège de Bagdad commença en l'an 812 et dura plus d'1 an. Une affaire prolongée et brutale qui allait arracher le cœur de la plus grande ville du monde. Le général d'Al-Mamoun, Tahir, encercla les murs circulaires de la ville, coupant les approvisionnements et commençant un bombardement incessant. La Bagdad, qui avait été synonyme de civilisation, descendit dans un paysage infernal de feu, de famine et de massacres. Les grands palais devinrent des forteresses, les jardins parfumés se transformèrent en champs de bataille, et les rues autrefois animées devinrent des champs de la mort. Pour les habitants du palais du calife, le monde se réduisit aux confins de ses murs fortifiés. La vie de luxe d'Ekkad s'évapora du jour au lendemain, remplacée par la sombre réalité de la survie. Les caves autrefois débordantes de vin et de mets exotiques devinrent vides, et le spectre de la faim, une chose autrefois seulement imaginée en poésie, devint une réalité rongeante. Les Guilmans, y compris Yassir, furent dépouillés de leur parure et de leur raison d'être. Il n'y avait plus de concours de poésie, plus de soirées musicales, plus de débats philosophiques spirituels. Leurs soies furent échangées contre des tissus grossiers, leurs coupes serties de joyaux remplacées par de simples bols en argile.
Leurs compétences, si soigneusement cultivées, étaient désormais totalement inutiles. Ils n'étaient plus des joyaux, ils n'étaient que des bouches de plus à nourrir. Un fardeau dans une forteresse assiégée. Le bilan psychologique fut immense. C'étaient des jeunes gens qui avaient été conditionnés à une vie de perfection esthétique et de beauté sereine, soudainement projetés dans un monde d'horreur viscérale. Le son de l'oud fut remplacé par le fracas des pierres de catapulte contre les murs et les cris des mourants. L'odeur de l'encens fut submergée par la puanteur de la saleté, de la maladie et de la mort. Yassir, qui avait autrefois navigué dans les intrigues subtiles de la cour, devait maintenant naviguer dans un monde de force brute et de peur primale. Il vit des courtisans à qui il avait autrefois servi du vin se transformer en opportunistes sauvages, amassant de la nourriture et trahissant leurs amis. L'artifice soigneusement construit de sa vie avait été brisé, révélant la vérité terriblement simple en dessous. À la fin, il n'y a que la survie. Sa beauté, autrefois son plus grand atout, était maintenant une malédiction, attirant le regard prédateur de gardes désespérés et de fonctionnaires affamés. La cage dorée était devenue un piège mortel, et le canari autrefois prisé n'était plus qu'une autre créature luttant pour son prochain souffle dans un monde devenu fou. Alors que le siège se prolongeait, le calife Al-Amin lui-même commença à se désagréger. Confiné dans son palais, coupé de son empire et trahi par beaucoup de ses commandants, il se retira davantage dans un monde d'illusions et de désespoir. Son autorité s'effrita, et le palais sombra dans un état de quasi-anarchie, contrôlé par la faction de l'armée qui avait été payée le plus récemment. Pour les Ghilman, cet effondrement de l'autorité centrale fut un développement terrifiant. Leur unique protecteur, le calife, n'était plus qu'une figure de pitié et de ridicule, un prisonnier dans sa propre demeure. Sans son autorité pour les protéger, ils étaient exposés aux caprices brutaux des soldats et des mercenaires qui parcouraient désormais les couloirs du palais. Leur statut de propriété du calife, autrefois une forme de protection, les désignait maintenant comme des cibles. Ils étaient les symboles du régime décadent et méprisé qui avait attiré cette souffrance sur la ville. Yazir fut témoin d'horreurs qui marqueraient son âme à jamais. Il vit certains de ses compagnons, des garçons avec qui il avait partagé des vers et de la musique, tomber victimes de la brutalité désinvolte des soldats, leur beauté ne leur offrant aucune défense contre les pointes d'épée et la famine. D'autres, dans une tentative désespérée de survie, s'attachèrent à de puissants commandants militaires, échangeant leur corps contre une croûte de pain et une mesure de protection. La délicate hiérarchie du harem fut anéantie, remplacée par la hiérarchie brutale de la force. La ligne entre un katamite chéri et une prostituée commune fut effacée face à la famine. Yassir survécut grâce à une combinaison de chance et d'une ruse animale désespérée qu'il ne se connaissait pas. Il apprit à se faire petit, à devenir invisible, à effacer les qualités mêmes de grâce et de beauté qu'il avait autrefois définies. Il se cacha dans des recoins oubliés du vaste complexe palatial, volant des restes de nourriture et évitant les bandes de soldats en maraude. Ses mains, autrefois douces, devinrent cailleuses. Son esprit de poète concentré sur un seul et sinistre impératif: vivre jusqu'au prochain lever de soleil. Il n'était plus Yassir, le réconfort du calife. Il était un fantôme hantant les ruines d'un monde déchu, un témoignage vivant du fait que lorsque les empires s'affrontent, ce sont les choses les plus belles et les plus fragiles qui sont les premières à être piétinées. La fin du calife Al-Amin ne fut pas un coup d'éclat, mais un gémissement pathétique, un acte final ignominieux à une vie d'indulgence. À la fin de l'été de l'an 813, avec la ville de Bagdad largement aux mains des forces de Tahir et son propre palais sur le point d'être envahi, le calife tenta désespérément de fuir. On rapporte qu'il essaya de s'échapper en bateau sur le Tigre, serrant son tapis de prière préféré incrusté de perles, symbole de sa déconnexion de la réalité jusqu'à la toute fin. Il fut rapidement capturé par les soldats de Tahir, traîné dans les rues qu'il avait autrefois gouvernées et exécuté sans cérémonie. Sa tête fut exposée sur la porte d'Ambar à Bagdad, un message macabre à la population que l'ère d'Al-Amin était terminée et qu'un nouveau maître, Al-Mamun, régnait désormais. La nouvelle de la mort du calife se répandit comme une traînée de poudre dans le palais dévasté. Pour les quelques habitants restants, y compris les survivants parmi les Ghilman, ce fut un moment d'incertitude profonde et terrifiante. Leur maître était mort. La structure de leur vie, aussi brutale fût-elle devenue, avait disparu. Ils étaient désormais des esclaves sans maître dans une ville contrôlée par une armée conquérante. Qu'allait-il advenir d'eux? Seraient-ils massacrés en tant que vestiges de l'ancien régime, asservis par de nouveaux maîtres, ou simplement chassés dans la ville dévastée pour se débrouiller seuls? Yassir, en apprenant la nouvelle,
ne ressentit pas de chagrin pour l'homme qui l'avait possédé, mais une peur froide et creuse pour son propre avenir. L'homme dont le regard avait défini toute son existence avait disparu. Le monde pour lequel il avait été si soigneusement formé avait cessé d'exister. Il était à la dérive, un débris humain dans l'épave d'un royaume englouti. Les conséquences immédiates furent le chaos. Les soldats de Tahir, grisés par la victoire, pillèrent ce qui restait du palais. Dans la tourmente, Yazir et les autres Khatamites survivants se dispersèrent. Certains furent capturés et pris comme butin personnel par des officiers victorieux, leur destin étant de continuer sous une forme de servitude différente, être plus dur. D'autres, comme Yazir, réussirent à se glisser dans les rues labyrinthiques et déchirées par la guerre de Bagdad, leurs visages autrefois célèbres maintenant décharnés et méconnaissables. Les joyaux des Nuits dorées n'étaient plus que des mendiants dans une ville de cendres, leur passé un secret qu'ils devaient enterrer pour survivre. La chute d'Al-Amin et la victoire de son frère Al-Mamoun marquèrent un tournant décisif dans l'histoire du califat abbasside. Al-Mamoun, mécène de l'école de pensée rationaliste Mu'tazila, inaugura une ère de recherche intellectuelle et de progrès scientifique qui deviendrait l'apogée de l'âge d'or islamique. Sa cour était celle des érudits, des astronomes et des philosophes, et non des poètes de la débauche et des troupes de garçons danseurs. La culture de cour sensuelle, souvent décadente et d'influence persane, qui avait atteint son zénith sous son père, Haroun al-Rachid, et qui était tombée dans la parodie sous son frère, Al-Amin, fut délibérément réprimée. Un ton nouveau, plus sobre et intellectuellement rigoureux fut donné. Pour l'institution du Khattamite de cour, ce fut le début d'un long et lent déclin. Bien que la pratique n'ait pas disparu du jour au lendemain, sa célébration ouverte et son rôle central dans la vie de la cour du calife furent réduits. Le type de mécénat explicite et somptueux qu'Al-Amin avait prodigué à ses favoris devint un handicap politique, un symbole du régime défaillant et corrompu qu'il avait remplacé. La figure du goulam puissant et influent, l'artiste courtisan confident, commença à s'effacer de la scène centrale de la politique abbasside. Ce qu'il advint des garçons individuellement, les vestiges dispersés du harem d'Al-Amin, est en grande partie perdu pour l'histoire. Leurs vies furent jugées trop insignifiantes, trop honteuses pour être consignées par les chroniqueurs de la nouvelle ère. Plus pieuses. Pour un garçon comme Yazir, survivre dans la Bagdad d'après le siège aurait signifié une réinvention complète de soi. Il aurait dû se défaire de chaque vestige de sa vie antérieure, enterrer la poésie, la musique, la grâce douce qui avait été son identité. Il aurait dû apprendre un métier, devenir un ouvrier, l'assistant d'un marchand, ou être même un soldat, ses mains délicates, apprenant le contact des outils rugueux ou de la poignée d'une épée au lieu des cordes d'un oud. Le plus grand défi aurait été d'effacer le souvenir de ce qu'il avait été, de faire taire les vers qui remonteraient à la surface sans y être invités, d'oublier l'odeur de l'ambre gris et le contact de la soie. Son passé n'était pas seulement un souvenir mais un danger mortel. Être reconnu comme l'un des « joyaux d'Al-Amin » aurait signifié être marqué de la honte d'une dynastie déchue, invitant le mépris, le châtiment ou l'exploitation. La vie secrète du Khattamite du calife devait devenir un secret gardé même de lui-même. Il devait devenir un fantôme, non pas du palais, mais de sa propre histoire. Imaginez Yassir, maintenant un homme d'une trentaine d'années, une décennie après le grand siège. Être-il un marchand de tapis dans un coin poussiéreux du souk de Bagdad, son visage buriné par le soleil, ses yeux contenant une profondeur de chagrin qu'aucun client ne pourrait jamais deviner. Ses mains, qui ne sont plus délicates, sont maintenant habiles à juger la qualité de la laine et à faire des nœuds complexes. Il a une femme, des enfants, une vie de réalité banale et rassurante. Il a réussi à enterrer le garçon qui s'appelait autrefois Yassir. Mais il y a des moments où le fantôme revient. Une certaine mélodie jouée sur une flûte de roseau sur le marché pourrait le transporter dans les salles parfumées du palais. La vue d'un beau jeune homme à l'allure arrogante pourrait susciter un sentiment fantôme de rivalité et de peur. Dans ces moments, les murs soigneusement construits de sa nouvelle vie menacent de s'effondrer. Il est tenté par le souvenir de la beauté et de la terreur, d'un pouvoir qui n'en était pas un, d'une vie qui n'en était pas une. Il porte en lui une histoire silencieuse et non écrite de la cour abbasside, une histoire de chair et de désir, d'art et d'exploitation, une histoire que les chroniques officielles, axées sur les batailles et les traités, n'enregistreraient jamais. Son histoire est un rappel puissant que l'histoire n'est pas seulement l'histoire des rois et des conquérants, mais aussi celle de ceux qui vivaient dans leur ombre, les beaux, les damnés et les oubliés. Leur silence en dit long, un témoignage des complexités brutales du pouvoir et de la résilience de l'esprit humain face à l'anéantissement.
L'héritage plus large du katamite de cour dans le monde islamique est un sujet complexe et souvent contesté. La culture ouverte, presque festive, entourant les Ghilman pendant la première période abbasside n'a pas duré. À mesure que le pouvoir politique du califat se fragmentait et que des interprétations plus orthodoxes de l'islam gagnaient en importance, la pratique devint plus clandestine, plus associée à la décadence et à la déchéance morale. La figure du beau garçon, autrefois sujet de poésie sublime, devint un symbole de péché et de corruption aux yeux des moralistes et des historiens ultérieurs. Pourtant, l'idéal esthétique qu'il représentait n'a jamais vraiment disparu. Il s'est infiltré dans la culture au sens large, influençant l'art et la littérature persan et ottoman pendant des siècles. Le motif du beau jeune homme servant le vin, le saki, devint un trope central dans la poésie mystique soufie, où le garçon fut transformé en un symbole de la beauté divine et l'amour pour lui en une métaphore de l'aspiration de l'âme à Dieu. C'était un acte de sublimation remarquable, prenant une pratique enracinée dans le pouvoir mondain et le désir charnel et l'élevant dans le domaine du spirituel. C'était une façon pour la culture de se confronter à une partie de son passé devenue inconfortable, de l'aseptiser et de lui donner un sens nouveau et plus acceptable. Ainsi, le souvenir des vrais garçons, les yassirs de la cour abbasside, fut doublement effacé. D'abord, ils furent effacés par le changement politique immédiat qui fit d'eux les symboles d'un régime déshonoré. Ensuite, ils furent effacés par une transformation culturelle qui transforma leur réalité en métaphore. Ils furent perdus dans la transition du fait historique au symbole littéraire. Ce qui nous reste est un profond silence historique, un vide où leur voix devrait se trouver. Ils n'ont laissé ni mémoire, ni lettres, ni récits de leurs propres expériences. Leurs vies ne nous sont connues qu'à travers le regard des autres, les poètes qui les désiraient, les chroniqueurs qui les condamnaient et les souverains qui les possédaient. Découvrir leur histoire, c'est s'engager dans un acte d'imagination historique, lire entre les lignes des archives officielles et écouter les faibles échos de leur musique dans les salles silencieuses du passé. Leur histoire est une histoire qui nous force à affronter les intersections inconfortables de la beauté et de l'exploitation, de l'art et du pouvoir, de la survie personnelle et de l'effacement historique. Le récit des katamites du calife n'est pas seulement une curiosité morbide d'un passé lointain. C'est une réflexion intemporelle et troublante sur le coût humain du pouvoir. Il sert de rappel brutal que les plus grandes civilisations sont souvent construites sur des fondations d'exploitation cachées et que les âges les plus célébrés de l'épanouissement culturel peuvent aussi être des âges de profonde souffrance personnelle pour ceux qui sont jugés dispensables. L'histoire de Yassir est l'histoire de toute personne dont l'identité et la valeur sont définies par les puissants, dont la vie dépend des caprices d'un autre. Elle parle de la terreur d'être vu uniquement comme un objet, un outil ou un symbole, plutôt que comme un être humain. La cage dorée, qu'il s'agisse d'un harem de califes dans la Bagdad du IXe siècle ou d'un contexte moderne de servitude économique ou sociale, reste une cage. Les dynamiques fondamentales du pouvoir, du désir et de la déshumanisation sont des constantes de l'histoire humaine. De plus, leur effacement des archives historiques est une leçon sur la manière dont l'histoire est écrite. Les puissants écrivent les chroniques, et ce faisant, ils réduisent souvent au silence les voix de ceux qu'ils ont utilisés et rejetés. L'histoire des Ghilman nous oblige à nous demander quelles autres histoires ont été perdues, quelles autres vies ont été jugées trop honteuses, trop insignifiantes ou trop gênantes pour être rappelées. Elle nous met au défi de regarder au-delà des grands récits d'empire et de batailles et de rechercher les histoires plus silencieuses, plus personnelles, qui sont enterrées en dessous. C'est une invitation à écouter les murmures des fantômes de l'histoire, à reconnaître leur existence et à comprendre que leurs vies oubliées font partie intégrante de notre passé humain commun. Leur beauté était une monnaie sur un marché brutal, leur art un bouclier contre la terreur, et leur survie un acte silencieux de rébellion. Se souvenir d'eux, c'est récupérer une partie d'une histoire humaine plus complète et plus honnête. Le monde de la cour abbasside, avec son mélange de haute intelligence et d'indulgence sensuelle, présente un défi à nos catégories modernes, souvent simplistes, de compréhension des relations humaines et de la sexualité. C'était un monde qui pouvait simultanément produire des avancées à couper le souffle en mathématiques et en médecine tout en institutionnalisant une forme d'esclavage sexuel. Il pouvait célébrer la beauté du corps masculin dans une poésie sublime tout en déniant aux possesseurs de cette beauté toute agence humaine fondamentale. Ce paradoxe n'est pas tant un signe d'hypocrisie qu'un signe d'un cadre culturel radicalement différent, un cadre qui ne compartimentait pas la vie comme nous le faisons maintenant. Le pouvoir, l'art, la religion et le désir
faisaient tous partie d'une seule et même tapisserie complexe. Le pouvoir du calife était absolu, et par conséquent ses désirs esthétiques ou charnels étaient considérés comme une extension naturelle de ce pouvoir, à satisfaire comme une affaire d'État et de prestige. Il n'y avait pas de sphère privée distincte où la moralité était jugée différemment. La beauté d'un goulam était un bien public, un reflet de la santé et de la splendeur de l'Empire lui-même. Juger ce monde selon les normes contemporaines est un exercice d'anachronisme, mais ignorer ses aspects brutaux, c'est s'engager dans un romantisme tout aussi faux. Le défi est de le voir dans son propre contexte, de comprendre les idéologies qui l'ont rendu possible, sans excuser le coût humain. L'histoire de Yassir ne concerne pas seulement l'exploitation sexuelle, elle concerne la marchandisation de l'esprit humain dans son intégralité. Sa formation ne visait pas seulement à servir la luxure du calife, elle visait à servir son âme, à être son compagnon intellectuel, sa muse artistique, son régulateur émotionnel. Cette forme totalisante de propriété, où l'être entier d'une personne est cultivé pour plaire à une autre, est une forme profonde de violence, indépendamment des luxes matériels qui l'accompagnent. C'est l'effacement de soi, le vidage d'un être humain pour créer un récipient beau et agréable. C'est cet aspect de leur histoire qui résonne le plus puissamment à travers les siècles, une exploration glaçante de ce qui peut arriver lorsque les êtres humains sont traités comme des objets exquis. En nous plongeant dans ce coin oublié de l'histoire, nous sommes forcés de confronter le côté sombre de la beauté. Tout au long de l'histoire humaine, la beauté a été une source de pouvoir, mais elle a aussi été une terrible vulnérabilité, en particulier pour ceux qui occupent des positions subalternes. L'histoire des Khatamites du calife est un exemple extrême de cette dynamique. Leur beauté était la raison de leur sélection, de leur éducation et de leur vie luxueuse. C'était aussi la raison de leur esclavage, de leur objectivation et de la précarité constante de leur existence. C'était un don qui était aussi une malédiction, une forme de richesse qui ne pouvait être mise en banque, un pouvoir entièrement dépendant de la perception des autres. Ce paradoxe est au cœur de leur tragédie. Ils étaient élevés pour une qualité qu'ils n'avaient pas créée, et ils pouvaient être détruits au moment où cette qualité était jugée fanée ou éclipsée par une version plus nouvelle et plus à la mode. Cela transformait leur vie en une course désespérée contre le temps, une bataille constante contre les processus naturels du vieillissement et les goûts changeants de leur maître. Cela favorisait un environnement de jalousie et de rivalité intense, où le seul chemin vers la sécurité était d'assurer l'insécurité des autres. Cette instrumentalisation de la beauté, la transformant d'un attribut personnel en un outil compétitif pour la survie, est un thème récurrent dans les cours des puissants à travers l'histoire, des concubines des empereurs chinois aux maîtresses royales de Versailles. L'histoire des Ghilman peut être l'expression la plus raffinée et la plus institutionnalisée de cette dynamique cruelle, où une classe entière de personnes a été créée dont le seul but était d'être belle et dont l'existence entière reposait sur la nature fugace et arbitraire de cette beauté. C'est un témoignage de la capacité humaine à la fois à l'appréciation de l'esthétique sublime et à la perpétration d'une cruauté profonde, souvent dans le même souffle. Le paysage psychologique du Ghulam est un royaume sur lequel nous ne pouvons que spéculer, un territoire de contradictions profondes et non résolues. Que signifiait être formé à se voir comme une œuvre d'art? Cela a pu instiller un sentiment de fierté et une immense estime de soi, une croyance en sa propre particularité et supériorité. Être l'objet du désir du calife, être loué en poésie, être paré de joyaux, c'était de puissantes affirmations de valeur. Pourtant, cette fierté devait coexister avec la connaissance constante et terrifiante de sa propre fragilité. La fierté était empruntée, la valeur était attribuée, et les deux pouvaient être révoqués à tout moment. Cela aurait créé une psyché en état de tension permanente, un ego fragile cherchant constamment la validation tout en craignant simultanément son retrait. La relation avec le calife, le maître, aurait été un cocktail complexe d'émotions, peur, révérence, ressentiment, et être même une forme d'amour, un phénomène semblable à ce que nous appelons maintenant le syndrome de Stockholm. Le maître était la source de toute douleur et de tout plaisir, l'arbitre de la vie et de la mort. Il était une figure à apaiser, à charmer et à manipuler pour survivre, mais il était aussi le centre de leur univers, le soleil autour duquel leur petite planète tournait. Sentir sa faveur, c'était sentir la chaleur et la vie. La perdre, c'était être jeté dans les ténèbres extérieures. Cette dépendance intense aurait sûrement déformé toute capacité de connexion humaine normale, rendant les relations authentiques avec leur père presque impossibles.
Chaque autre garçon était un miroir reflétant leur propre précarité, et un rival potentiel qui devait être vaincu. C'était un monde qui démantelait systématiquement la possibilité de solidarité et la remplaçait par une jalousie corrosive et dévorante. La seule véritable intimité était avec le maître, une intimité qui était par nature inégale, non consensuelle et finalement déshumanisante. L'esprit du katamite était une prison dorée, aussi inéluctable que les murs physiques du harem. La fin de ce système, ou plutôt sa transformation, n'a pas apporté la libération au sens simple du terme. Lorsque le pouvoir du califat a commencé à décliner et que ses territoires se sont fracturés, la grande cour impériale avec ses budgets somptueux et ses vastes réseaux d'approvisionnement en esclaves a commencé à se réduire. Les dynasties locales et les hommes forts militaires, les nouveaux centres de pouvoir, ont continué la pratique à plus petite échelle. Plus significativement, la montée des dynasties mamelouks, en particulier en Égypte, a vu une militarisation du système des goulams. Des garçons esclaves turciques étaient toujours importés, mais leur formation passa de l'artistique au martial. Ils n'étaient plus préparés pour être des poètes et des amants, mais pour être des soldats d'élite et des commandants. Ce système mamelouk allait finalement conduire à une ironie historique remarquable. Ces garçons esclaves, formés aux arts de la guerre et de la gouvernance, deviendraient si puissants qu'ils renverseraient leurs maîtres et établiraient leur propre sultanat. C'était une forme d'émancipation étrange et violente, où le comité de direction des esclaves prenait le contrôle de toute l'entreprise. Mais ce ne fut pas le destin des yassirs, les garçons doux et beaux des palais de plaisance abbassides. Leur trajectoire était différente. Ils étaient un produit de luxe d'un moment spécifique, d'immense richesse et d'une culture syncrétique particulière. Lorsque ce moment passa, la demande pour eux diminua. Ils n'étaient pas des soldats, ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir. Leur seule compétence était de plaire. Et lorsque les hommes qu'ils étaient formés pour plaire disparurent, ils n'avaient plus rien. Leur héritage n'est pas celui de la rébellion ou du triomphe politique, mais celui du silence et de l'absorption culturelle. Ils se sont fondus dans la population générale, leurs histoires oubliées, leurs identités effacées. Leur seul écho est dans la poésie qu'ils ont inspirée, une poésie qui serait elle-même transformée et réutilisée. Ses origines charnelles obscurcies par des couches d'interprétation mystique. Ils furent les victimes d'un système qui avait trop bien réussi, trop raffiné dans son objectivation, les laissant sans autre issue que de disparaître. Nous devons nous demander pourquoi cette histoire nous semble à la fois si étrangère et si inconfortablement familière. Elle est étrangère dans ses spécificités, les califes, les harems, la nature institutionnalisée de tout cela. Mais elle est familière dans ses schémas archétypaux. L'exploitation des jeunes et des beaux par les vieux et les puissants est une histoire qui se répète sous d'infinies variations à travers toutes les cultures et toutes les époques. La promesse d'une vie de luxe et d'influence en échange de la soumission est un marché qui se conclut encore dans les couloirs du pouvoir des entreprises, dans l'arène politique et dans l'industrie du divertissement. L'histoire des Gilmans est une version distillée et à fort contraste d'une dynamique qui existe sous des nuances plus subtiles tout autour de nous. C'est l'histoire de la vulnérabilité commercialisée comme une marchandise, de personnes transformées en marques, leur valeur mesurée par leur désirabilité pour un consommateur puissant. La pression pour maintenir une façade de perfection, la peur constante d'être remplacé par un modèle plus récent, le bilan psychologique de vivre une vie qui est une performance au profit des autres, tout cela n'est pas unique à la Bagdad du IXe siècle. Les technologies de l'objectivation ont changé, mais l'impulsion fondamentale demeure. En examinant cet exemple historique extrême, nous disposons d'une lentille à travers laquelle nous pouvons voir les formes plus insidieuses d'exploitation qui existent dans notre propre monde. Elle nous permet de reconnaître les schémas, de comprendre les mécanismes du pouvoir et du désir, et de remettre en question les manières dont notre propre société attribue de la valeur aux êtres humains. L'histoire des Katamites du calife n'est donc pas une simple anecdote historique. C'est un miroir, et y regarder pourrait en révéler plus sur nous-mêmes que nous ne sommes à l'aise de l'admettre. C'est une parabole intemporelle sur la nature destructrice de l'âme d'être une belle chose dans un monde d'hommes puissants. En fin de compte, le récit des Katamites du calife nous oblige à contempler la nature même de l'histoire et de la mémoire. Qu'est-ce qui est rappelé et qu'est-ce qui est oublié? Les noms des califes Haroun, Al-Amin, Al-Mamoun sont inscrits dans tous les manuels scolaires. Leurs batailles, leurs réalisations architecturales, leurs décisions politiques constituent la matière de l'histoire officielle. Mais les noms des garçons qu'ils possédaient, les Yazirs, les Kaukabs, les Misrurs, sont presque entièrement perdus, des murmures dans les marges de fragments poétiques. L'histoire, telle qu'elle est traditionnellement écrite, est l'histoire des maîtres, non des esclaves.
C'est le compte-rendu de ceux qui tenaient la plume, non de ceux sur la vie desquels on écrivait. Reconstruire une histoire comme celle-ci est un acte de défi contre ce silence historique. C'est insister sur le fait que la vie des personnes apparemment impuissantes a un sens et mérite d'être connue. C'est affirmer que l'histoire d'un empire est incomplète sans les histoires de ceux qui vivaient dans ses chambres les plus cachées et les plus privées. Leur vie révèle le véritable coût de la splendeur, le prix humain de l'âge d'or. Ils sont les figures spectrales du festin, et leur présence silencieuse défie le récit officiel de la gloire. Leur histoire est un témoignage du fait que les vérités les plus profondes d'une époque ne se trouvent souvent pas dans ces grands monuments ou ces chroniques épiques, mais dans les vies fragiles et oubliées de ceux qui ont été consumés par sa grandeur. Ils étaient les joyaux des nuits dorées, et comme tous les joyaux, leur éclat était destiné à être admiré, mais leur substance, leur histoire, leur humanité étaient destinées à être ignorées. En nous souvenant d'eux, nous accomplissons un petit acte de justice historique.